Conférence autour du thème Leadership, bonne gouvernance et progrès. Voilà présenté brièvement l'orateur du jour, mais avant qu'il n'intervienne, nous allons suivre la projection de 2 vidéos qui vont notamment parler de leadership et de bonne gouvernance. C'est après que le professeur va intervenir. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture, we don't have mining. That's quite interesting. And that's Sheikh Mohammed. Number 1, he doesn't know number 2, he needs only number 1. He says, I don't know, there's no number 2 in my book, only number 1. I hear he doesn't ride in a convoy, is that true? Yeah, no, he doesn't because everybody loves him. Yeah. We love our leaders too. Thank you very much. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde, d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis au fil de toutes ces années de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, pourtant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp. Bien, merci beaucoup, monsieur le présentateur, monsieur le recteur, professeur, monsieur le membre du comité de gestion de l'université de Kindu, chers collègues professeurs
camarades étudiantes et étudiants de l'université de Kindu, bonjour. C'est à la fois un plaisir et un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui dans cette université localisée dans ma ville natale. Beaucoup d'entre vous se sont posé des questions. Pourquoi M. Matata, qui est fils de cette ville, organise des conférences sur le leadership, la gouvernance et le progrès dans d'autres villes, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, mais il ne vient pas le faire à l'université de Kindu, qui est le berceau intellectuel de cette province. J'avais dit, je viendrai et je suis devant vous aujourd'hui. Mes chers amis, vous m'avez vu, je suis devenu pratiquement un pèlerin parlant de leadership, de la gouvernance à travers l'Afrique et même à travers le monde. J'ai compris une chose après avoir été ministre des Finances, Premier ministre, que le binôme magique, c'est le leadership. Et que toutes les nations, l'histoire de leur progrès, l'histoire de leur défaillance est inscrite sur le binôme leadership et la gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand vous regardez même l'histoire de la création de l'humanité, lorsque Dieu créa la terre, c'est toujours l'histoire de leadership et de la gouvernance. Dieu créa la terre, mais avant de créer la terre, Dieu a eu une vision, un rêve. Dieu ne pouvait pas créer la terre sans l'avoir perçue. Et lorsque Dieu créa la terre, il a voulu que la terre soit occupée. Dieu créa l'homme, l'homme et la femme. Et lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée la femme, Dieu, il dit, allez et transformer le monde. Dieu n'a pas dit, allez, réjouissez-vous. Dieu n'a pas dit, allez, détruisez le monde. Dieu a dit, camarades étudiants, vous êtes au berceau de la réflexion. Transformer le monde, le verbe transformer. Quand on transforme, c'est que le point A est différent du point B. Et donc, Dieu instruit l'homme de rendre le monde agréable à la vie. Certains pays ont compris l'instruction de Dieu. Certains peuples ont compris l'instruction de Dieu. D'autres n'ont pas compris. Voilà pourquoi nous avons d'une part les pays qui se sont développés et nous avons d'autres qui sont sous-développés ou qui se sous-développent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez les images de Singapour d'une part, vous avez les images de la RDC d'autre part. Ce n'est pas le produit de Dieu. Certains diront, Dieu n'aime pas le pays sous-développé. Non, Dieu, il est amour, il aime tout le monde, mais il a donné les instructions pour que l'homme puisse se transformer. Mais alors, sur base de ce constat et des études scientifiques, il s'avère que le leadership, c'est le mot-clé qui est à la base de tous les progrès possibles qui peuvent se réaliser sur cette terre. Et que le leadership, c'est même à la fondation de l'humanité. Et que la création des richesses procède
toujours des leaderships. Et donc, c'est le leadership qui est à la base du progrès de tous les pays au monde et qui peut être même du progrès de la province dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que les leaders sont fabriqués sur la terre ou bien les leaders, dès leur naissance, ils existent? La théorie de leadership dit ceci: tout le monde naît leader. Quand vous venez sur terre, vous tous ici, dans cette salle, vous êtes arrivés avec le potentiel de leadership en vous. Donc, ne reprochez pas à votre père et à votre mère de ne vous avoir pas mis au monde leader. Seulement, tout le monde qui naît ne devient pas leader. Donc, il y a des gens qui choisissent de ne jamais être leader. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour que désormais, à partir de cette salle, quand vous allez la quitter, vous décidiez de retrouver votre attribut de leader. Qu'est-ce que c'est le leadership, chers amis? Selon John Maxwell, le leadership, c'est un processus d'influence d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais qui inspire les autres et dont les autres sont convaincus de sa capacité. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'exercer une influence sur les autres, avec qui il partage un idéal. Et les autres sont inspirés par son idéal. Et ils sont convaincus que cet homme, il est devant nous, nous devons le suivre parce que l'idéal, c'est notre idéal à nous. Donc, au-delà de l'influence, il faut absolument l'inspiration. Il faut la conviction. Et il ne faut pas confondre l'influence avec la popularité. Chers amis, il faut faire attention. Vous pouvez être populaire et ne pas être un leader. Tout le monde peut être populaire, et s'il danse très bien, ben il est populaire. Il mange beaucoup, il est populaire. Il boit beaucoup, il est populaire. Mais attention, vous pouvez être populaire sans exercer aucune influence, sans convaincre personne. Et donc, le leadership, c'est un processus marqué à la fois par la conviction du groupe, ce qu'on appelle les followers, ceux qui suivent les. Et ça, c'est très important que vous puissiez le savoir. Mais, mes chers amis, il est important de vous dire que lorsque un leader exerce de l'influence, sa démarche doit être fondée sur une philosophie. La philosophie est à la base de toutes les sciences possibles. Même si vous êtes en sciences économiques, en droit, en médecine, la philosophie. Chaque personne sur cette terre doit se poser des questions sur son existence. Pourquoi vous êtes sur la terre? Pourquoi êtes-vous né à Kindu et non pas à Kinshasa? Quelle est l'essence de votre vie? Combien d'années allez-vous passer sur terre? Et qu'est-ce que vous allez laisser sur cette terre après votre départ? La philosophie. Des questions qu'un leader doit savoir se poser seul. Des moments de dialogue individuel, interindividuel. Pourquoi vous êtes né? Parce que selon Dieu, si vous êtes né, c'est pour participer à la transformation du monde et non pas pour danser. Si vous vous posez ce type de questions, plus tôt vous vous poserez ces questions, plus tôt vous découvrirez votre capacité, votre potentiel de leadership. Parce que pour certains, l'essence de la vie, c'est de participer effectivement à la transformation du monde. Et pour ça, il faut travailler dur. Pour d'autres,
C'est la loi des moindres efforts. Travailler peu et gagner beaucoup. Tromper et gagner beaucoup. Donc, un leader doit savoir quel est le sens de son existence sur terre. Ceci est très important parce que, mes chers amis, c'est ce type de questions philosophiques qui permettent effectivement à quelqu'un de prendre des attitudes d'un leader. L'attitude. C'est l'attitude qui permet de séparer les leaders d'un côté et les followers de l'autre côté. Ceux qui sont les suiveurs. L'attitude. Quel type d'attitude avez-vous? Attitude positive? Attitude négative? Attitude de grandeur? Attitude de petitesse? Vous devez être à mesure, camarades étudiantes et médias, de vous poser ce type de questions philosophiques sur l'essence de votre existence sur terre. Parce que l'histoire du monde ne retient que ceux qui ont compris la philosophie réelle de leur existence sur terre. Après cette philosophie que vous aurez déterminée, il nous revient de vous dire quels sont les éléments du processus de leadership. Un leader doit avoir une vision. Tous les leaders ont une vision, un rêve. Comme je vous l'ai dit, même quand Dieu créa la terre, il a eu une vision, il a eu un rêve. Avez-vous déjà eu un rêve dans votre vie? Et ce rêve, selon les spécialistes de leadership, doit être grand. Vous devez rêver grand. Vous devez avoir une vision grande. Vous ne pouvez pas rêver petit. Et Oscar Wilde disait, vous devez plutôt viser la lune pour au moins atterrir sur les étoiles. Ça, c'est Oscar Wilde. Moi, je dirais le contraire. Il faut plutôt viser les étoiles pour arriver à la lune. Pourquoi? Pour répondre à cette philosophie de viser grand. Parce que l'étoile la plus rapprochée de la Terre, la Proxima de Centauri, est à près de 42 000 milliards de kilomètres. Tandis que la Lune est à près de 384 000 kilomètres. Et donc, si vous visez les étoiles, vous pouvez au moins arriver à la Lune. Et comme vous le savez, l'homme est déjà arrivé à la Lune, mais parce qu'il a visé d'arriver aux étoiles. Donc, vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir une vision. Mais il faut que cette vision, tout en étant grande, qu'elle soit réaliste. Vous ne pouvez pas décider de devenir un grand professeur en mathématiques alors que vous êtes faible en mathématiques. Vous ne pouvez pas décider de devenir un grand avocat alors que vous êtes faible en français. Il faut que cette vision soit une vision réaliste, qui cadre avec votre potentiel. Chers amis, ce que vous devez savoir, c'est que chacun d'entre nous sur cette salle est une pièce unique. Même si vous êtes né d'une même mère, d'un même père, chacun d'entre vous est un produit unique créé par Dieu. Même si vous êtes des jumeaux, chacun d'entre nous est une pièce unique. Avec son potentiel. Il faut savoir rêver grand. Selon une des célébrités, Oprah, une américaine milliardaire, elle disait, le succès ou la réussite d'un homme ou d'une femme est fonction de la grandeur de son rêve. Si tout le temps vous rêvez d'être cordonnier, mais comment pouvez-vous devenir industriel? Mais lorsque vous aurez rêvé et que vous aurez
une vision, soit devenir le prochain recteur de l'université de Kindu. Il faut que vous ayez des objectifs, chers amis. Les rêves, la vision, c'est beau, mais il faut matérialiser ça. Les objectifs, vous devez avoir des objectifs globaux. Vous devez avoir des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire, si vous voulez devenir recteur de l'université de Kindu, vous êtes encore en première année graduat, vous devez savoir que vous devez être assistant. C'est un objectif intermédiaire. Après avoir été assistant, vous devez devenir chef de travaux. C'est un objectif intermédiaire. On ne peut pas quand même nommer un recteur, un assistant, on le nomme recteur. Des objectifs intermédiaires. Mais vous devez aussi avoir des objectifs sectoriels. Taux de croissance économique, 10%. Mais quels sont les secteurs qui contribuent à la formation de ce taux de croissance? Est-ce l'agriculture? Est-ce l'industrie? Donc, l'objectif global doit être éclaté en objectif intermédiaire, mais aussi en objectif sectoriel. Et là, il faut ce qu'on appelle le plan. Camarades étudiantes, camarades étudiants, les développements ne s'improvisent pas. Ça, vous devez le savoir. La réussite individuelle, familiale ne s'improvise pas. Tout se planifie. C'est pour ça qu'il existe des ministères du plan dans chaque pays. Mais les gens n'ont pas peut-être la meilleure compréhension des ministères du plan. Vous savez que des pays comme le Japon, leur développement procède des ministères clés comme le ministère du plan, les MITI. Le plan de 20 ans, le plan de 30 ans, les plans de 40 ans, les plans de 50 ans. Qui serez-vous, camarades étudiantes, étudiants? Vous êtes-vous déjà posé la question, qui vous serez dans 30 ans? Pour certains, on va dire, ah, si vous posez ce type de questions, on va dire que vous êtes sorcier. Mais pourtant, c'est tout à fait normal. Vous devenez ce que vous avez imaginé que vous serez dans 30 ans, dans 40 ans. La planification. Lorsque vous aurez planifié, chers amis, il faut des méthodes. Vous devez avoir des méthodes. Voilà pourquoi on nous enseigne les cours de méthodologie et de techniques en première année graduat, quelle que soit la faculté où vous vous trouvez. La méthode des processus raisonnés, cohérents, logiques, toutes choses restant égales par ailleurs, le même facteur produisent les mêmes effets. Un leader doit avoir la méthode. Un leader ne peut pas se réveiller le matin, il ne sait pas là où il va aller. Il attend les coups de téléphone. Bon, j'attends, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'attends qu'on m'appelle. Non. Vous ne pouvez pas être leader, être dirigé par les autres. Un leader, quand il se réveille, il sait ce qu'il va faire parce que ça a été planifié. La méthode. Quel type de méthode? L'exemple le plus simple, tous les pays veulent améliorer les conditions de vie de leur population. Mais quel type de méthode? Pour certains, c'est le capitalisme. Pour d'autres, c'est le communisme. Pour d'autres, c'est le socialisme. Mais vous savez qu'il y a des différences. Quand on parle du capitalisme, l'homme, le laisser-faire, les libres entreprises est au centre. Quand on parle du communisme, c'est la communauté, c'est les groupes, tout qui est au centre. L'intérêt majeur, c'est comment les groupes. Alors que le capitalisme, c'est la théorie du laisser-faire. Mais tout ça, ça vous permet de structurer. Les leaders doivent avoir une démarche structurée, une méthode. Et c'est cette méthode qui garantit la réussite de sa démarche. Après les méthodes, il y a les techniques.
chers camarades étudiantes. Le leadership, pour peu qu'on puisse les croire, c'est quelque chose de mieux élaboré, de mieux structuré. C'est pour ça qu'il y a très peu de leaders sur cette terre. Vous verrez quel est le pourcentage de leaders sur la terre. Mais les techniques, vous pouvez avoir une très belle méthode, vous pouvez avoir un très bon plan. Avez-vous des techniques pour que vous puissiez réaliser vos rêves, vous puissiez atteindre vos objectifs? Donc ceci est très important parce que un leader qui n'a pas de bonnes techniques, c'est un leader qui est appelé à échouer. Quand j'étais Premier ministre, j'avais mis en œuvre une technique qui s'appelait Troïka stratégique, qui me permettait de prélever la température économique de l'ensemble du pays pendant 60 minutes, de 6 heures à 7 heures, ou de 7 heures à 8 heures, ou parfois de 5 heures à 6 heures. Pourquoi? La gestion d'un pays est complexe. Si vous ne savez pas suivre la manière la plus rigoureuse possible, vous n'atteindrez jamais les résultats, quelle que soit votre vision, quels que soient vos objectifs. Et au cours de cette réunion de 60 minutes, toutes les décisions prises le lundi de la semaine passée devraient atteindre un niveau d'exécution de plus de 90%. Chaque personne qui n'avait pas atteint ses objectifs devait être rappelée à l'ordre. Une réunion où on avait, outre le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, les gouverneurs de la Banque centrale. Et si on avait à traiter une question de l'éducation, on invitait les ministres de l'Éducation. Si on avait à traiter un problème de l'environnement, on appelait le ministre de l'Environnement. Toutes les décisions en 60 minutes devaient être prises et c'est ça qui explique. Les techniques, chers amis, ce n'est que les outils de mise en œuvre de la méthode, des petites stratégies. Et tout ça, ça permet aux leaders de rester sur le chemin de la réussite, le chemin de la performance, le chemin de l'excellence. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un leader doit posséder des valeurs, chers amis. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de leaders sur terre. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne savent pas comment rester dans un système de valeurs. Des valeurs, chers amis. Quand vous quitterez cette salle, que les mots valeurs sonnent dans votre cerveau parce que vous aurez décidé d'être leader. Les valeurs. Et l'une de ces valeurs, c'est le travail. Vous devez travailler. L'histoire de tous ceux qui sont grands sur cette terre, c'est une histoire d'un travail ardu, d'un travail acharné. On ne vous dira jamais l'histoire de quelqu'un qui n'a pas travaillé et qui n'a pas fait de sacrifices. Les sacrifices, c'est loin de ce que vous croyez. Ce n'est pas tuer une chèvre, tuer une poule, verser du sang. Non. C'est consacrer de manière assidue. Le sacrifice d'une personne par rapport aux autres. Comment vous, qui rêvez d'être un grand leader, vous donnez parfois de votre temps aux autres. Martin Luther King disait, tout le monde peut devenir grand parce que tout le monde a la capacité de se sacrifier et de donner quelque chose aux autres. La production. Un leader doit produire. Et ça, le travail d'un leader doit amener à une production de qualité. Il faut que votre production fasse la différence. Sinon, ça sera comme la production de tout le monde. Les leaders produisent la qualité. Un leader, il doit être discipliné.
Chers amis, étudiantes, étudiants, sachez qu'il n'y a pas de leader non discipliné. Ça n'existe pas. Si vous êtes désordonné et vous cherchez à devenir leader, sachez que vous vous êtes trompé de route. Un leader doit être discipliné. Et l'histoire des grandes nations, c'est l'histoire de peuples disciplinés. Un homme politique grand me disait, quand il arrive au Japon, il est frappé par la discipline des Japonais. Il dit, il a fait une semaine, c'est une grande autorité, je ne peux pas citer son nom ici, il n'a pas entendu les klaxons. Les Japonais, quand il arrive au feu rouge, quand c'est le feu jaune, ils s'arrêtent. Ici, chez nous, quand c'est le feu jaune, on passe. Même quand c'est le feu rouge, on continue à passer. La constance, chers amis. Vous devez être constant dans la vie si vous voulez devenir leader. La constance. Il faut que vous soyez programmable. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on vous voit rouge, demain on vous voit vert, après-demain on vous voit bleu. Mais on dit, mais quelle est la couleur de cet homme? Aujourd'hui, il est dans le parti politique A, demain il est dans le parti politique B, après-demain il est dans la politique C, et puis il revient au parti politique A. Je dis, mais quel est votre parti politique? Quel est votre idéal? Parce qu'à chaque parti, il y a un idéal. C'est tout ça qui fait qu'il y a très peu de leaders, parce qu'ils n'ont pas de caractère. Un leader doit avoir du caractère pour lui permettre d'être constant et être rigoureux. Vous savez, chers amis, on est obligé de vous parler de ces choses parce que parfois vous les oubliez. Vous pensez qu'on peut avoir à la fois une chose et son contraire. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une chose et son contraire. Beaucoup de gens d'entre vous veulent réussir en ne fournissant aucun effort, en étant désordonnés. Les leaders doivent avoir des valeurs. Combien d'entre vous lisent? Il y a un homme blanc qui avait dit, si vous voulez cacher la vérité et les bonnes choses au noir, écrivez-les et publiez. Parce qu'ils n'iront jamais. Et ils ne vous reprocheront jamais. Si vous cachez, ils vous diront, non, mais vous savez, ces blancs-là, mais écrivez et publiez. Faites même une large diffusion. Combien de gens d'entre vous lisent? Chers camarades étudiants, vous préférez suivre la télévision. Savez-vous que les meilleures choses, les secrets de la vie sont dans les livres? Vous pouvez découvrir en 30 jours le secret du succès. En une semaine, vous pouvez découvrir ce que quelqu'un a découvert après 30 ans de dur labeur. Et aujourd'hui, il est plus facile de lire parce que nous, quand on était encore étudiants, les livres, c'était uniquement en dur. Mais aujourd'hui, vous avez des livres électroniques. Je vois beaucoup d'entre vous avec des téléphones qui ont des milliers de livres là-dedans. Mais combien de gens lisent? Souvent, quand j'enseigne les cours d'économie, il m'arrive de poser aux étudiants, est-ce que vous connaissez John, qui est un des économistes talentueux? Et vous allez attendre certains étudiants dire non, on ne les connaît pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, mais il est dans votre téléphone. Est-ce que vous lisez? Parce que l'une des caractéristiques des leaders, c'est de savoir créer. Et vous ne pouvez créer qu'en lisant beaucoup. Qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait?
Vous devez avoir ce type de valeurs. L'honnêteté, la loyauté, qui permettent de créer la confiance. Chers amis, la confiance ne se décrète pas. Vous savez qu'il y a une étude scientifique qui a été faite par des économistes qui démontre que dans une société où la confiance existe, les coûts des facteurs de production sont plus faibles que dans une société où la confiance n'existe pas. L'Italie du Nord est plus développée que l'Italie du Sud, tout simplement parce que les degrés de confiance dans l'économie du Nord, dans l'Italie du Nord, est plus élevé que les degrés de confiance dans l'économie du Sud. Et ça dit tout. Un leader doit être un homme qui inspire confiance. Et pour qu'il inspire confiance, il doit être constant. Il ne doit pas changer chaque jour. Il est hirondelle aujourd'hui, il est chauve-souris aujourd'hui, il est corbeau, et puis il devient aigle. Mais ce n'est pas possible. Les leaders, chers amis, vous qui avez décidé de devenir leader à partir d'aujourd'hui, sachez que vous devez vêtir le costume de l'humilité, de la flexibilité. C'est très important. Et ça, c'est même facile pour les chrétiens. L'humilité. L'humilité élève. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant. Voilà autant de valeurs qui constituent en fait des armes et même à destruction massive qu'un leader doit disposer pour affronter les obstacles. Parce que vous devez savoir, camarades étudiants, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de leaders sur terre. Quand vous avez choisi d'être leader, c'est que vous avez automatiquement décidé de construire des armées, des ennemis pour vous. Les chemins de leadership, ce n'est pas un boulevard, camarades étudiants. Sinon, tout le monde l'aurait pris. Et il y aurait des millions et des millions de leaders. Le chemin de leadership, c'est un sentier à beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Vous devez savoir que lorsque vous avez décidé d'être leader, vous avez décidé d'avoir des ennemis, y compris dans votre propre cercle restreint, y compris parmi vos meilleurs amis, vos meilleurs collègues, des adversaires, parce que le chemin de leadership, c'est un chemin du changement. C'est un chemin qui vous permet de naviguer à contre-courant, des habitudes. Tous ces lobbyistes, pensez-vous, chers amis, quand on a lancé la bancarisation, vous pensez qu'on a eu que des amis? Oui, le grand nombre a applaudi. Mais le petit nombre qui s'est sucré à chaque paye, mais ce petit nombre-là, c'est un groupe d'ennemis que vous avez créé automatiquement. Il y a même des gens qui ont dit, Monsieur Matata, si vous essayez de bancariser, on va vous tuer. Mais on a bancarisé. Et il fallait voir la joie du plus petit. Il y a même une maman qui a fait un deuil dans une banque. La maman arrive dans une banque, on l'appelle, elle répond, on lui donne son salaire. Vous savez, nos mamans, formées à l'époque de la colonisation, sont très virtuelles. Elle refuse de prendre le salaire. Elle dit que non, les guichetiers veulent les piéger. Alors, la maman dit non, ce n'est pas mon salaire, tu as exagéré. Il dit non, mais moi j'ai la liste ici, c'est votre salaire. Il dit non, le comptable m'a toujours payé tel montant. Il dit mais ça c'est le comptable, ici c'est la banque. Et lorsque le comptable ou le guichetier est arrivé à convaincre la maman en lui montrant les noms, la maman a même appelé quelqu'un pour vérifier. La personne a vérifié, dit non, c'est votre salaire. La maman a pris son salaire et elle a organisé un deuil dans le hall de la banque. Le leadership. Quand vous aurez décidé d'être leader, sachez que vous avez au même moment créé une armée d'ennemis
qui diront tout contre vous, qui vont vous traiter de sorciers, qui vont vous traiter de bandits, qui vont vous traiter de corrompus. Ils imagineront toutes sortes de choses. Mais sachez qu'il y a très peu de leaders sur cette terre. Les études scientifiques parlent de 1% de la population mondiale qui est composée de leaders. Êtes-vous dans les 1% de la province d'Imaniema? C'est à vous de savoir si vous remplissez les critères. Parce que là, nous sommes en train de vous donner les formats de leadership. Et ça, camarades étudiantes et étudiants, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a une différence entre un leader et un manager. Un leader, comme je viens de vous expliquer, c'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un, généralement, il est en rupture avec son présent. Et on le traite généralement, pour certains, des fous. Parce que ce qu'il dit semble être déconnecté du présent. Un leader, c'est quelqu'un qui prend les risques, chers amis. Si vous ne voulez pas prendre les risques, sachez que vous ne serez jamais leader. Si vous n'aimez pas les changements, vous ne serez jamais leader. Un leader, il crée les changements. Et c'est pour ça qu'un leader, il a des gens qui le suivent. Parce que les gens sont convaincus que cet homme, il partage notre idéal. Un manager, ce sont des objectifs qui l'intéressent. Mais ces objectifs sont déjà circonscrits par les leaders. Un manager, ce qui l'intéresse, c'est diriger. Un manager, ce qui l'intéresse, c'est gérer les risques. Comment minimiser les risques? Alors que les leaders, ils créent les risques, ils l'assument, ils créent les changements. Les managers, ils gèrent les acquis des changements. Et il n'a pas de fonds. Vous savez, dans les entreprises, vous pouvez être PDG, mais vous n'êtes pas leader. Vous êtes manager. Vous pouvez être ministre sans être leader. Vous pouvez même être roi sans être leader. Parce qu'un leader, il inspire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent travailler, ils ne viennent pas parce qu'ils sont inspirés par leur chef, ils viennent pour leur salaire. C'est ça la différence entre un leader. Vous, chers amis, décidez d'être plutôt des leaders que d'être des managers. Et pour ça, si vous voulez aller sur le chemin du progrès, en plus de leadership, il vous faut la gouvernance. Voilà un autre mot-clé que nous avons expérimenté lors de notre séjour, notamment aux finances et à la primature, pendant près de 5 ans, pour dire aucun pays ne peut se développer sans bonne gouvernance. Camarades étudiantes, camarades étudiants, la bonne gouvernance ne doit pas nous être imposée par les institutions internationales. Que profitent les fonds monétaires ou la Banque mondiale d'une gestion rationnelle des finances publiques congolaises? Avez-vous déjà vu un pays qui suit les règles de bonne gouvernance et qui rétrocède quelque chose au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale? Ça n'existe pas. Mais l'histoire de la bonne gouvernance, elle est même biblique. Ces graines qui tombent sur la terre fertile et qui finalement produit pendant plusieurs années des fruits appétissants. Et de ces graines qui sont tombées sur la roche et décimées par la chaleur et qui n'ont jamais rien produit. La bonne gouvernance, chers amis. Il faut que vous compreniez que là où il y a la fraude, là où il y a la corruption, vous ne pouvez rien attendre. Je n'ai jamais vu, quand je regarde les indices de Transparency International, où on voit un pays où il y a beaucoup de corruption et qui se trouve parmi les pays les plus développés. Ça n'existe pas.
ça veut dire que la corruption, la mauvaise gouvernance est un frein au progrès, est un frein au développement. L'usage rationnel des ressources dont on peut disposer dans tous les secteurs. Et ce qui est important aussi, c'est que la gouvernance n'est pas seulement financière ou économique, parce que les gens ont tendance à croire que la gouvernance, c'est seulement la gestion des fonds. Non. La gouvernance peut être politique, c'est-à-dire le choix des hommes et des femmes qui ont les atouts nécessaires en termes, comme je l'ai dit ici, de la capacité de prendre des décisions, de diriger les autres, mais aussi qui ont dépositaires de valeurs. Ces hommes et ces femmes, on doit les trouver dans tous les secteurs, même les secteurs politiques. C'est pour ça qu'il y a des élections. Les élections sont faites aussi pour choisir le meilleur d'entre vous, chers amis. Avez-vous déjà vu une armée qui va en guerre et qui met les médiocres d'entre eux devant? Chaque armée qui va en guerre, et si elle veut gagner, elle prend le meilleur de son équipe, il les place devant. Voilà pourquoi vous devez veiller à ce que la gouvernance choisisse le meilleur dans le domaine politique, dans le domaine de l'administration, des institutions publiques. Regardez un peu, chers amis, quand vous avez des institutions internationales, mais elles sont des dépositaires de la qualité. Les gens sont recrutés selon les critères les plus rigoureux possibles pour prendre le meilleur. Lorsqu'une entreprise privée recrute, mais les concours, c'est pour prendre les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui sont capables de meilleure productivité, de meilleurs rendements. Et si les institutions publiques décentralisées, de quelque nature que ce soit, sont dirigées par des médiocres ou des moyens, que pouvez-vous attendre? La gouvernance peut être économique et financière, celle que nous connaissons tous. Éviter la fraude, éviter la corruption, faire en sorte que les ressources soient utilisées de manière efficiente. La gouvernance peut être judiciaire, veiller à ce que la justice, comme c'est dit dans la Bible, la justice élève les nations. Que la justice soit effectivement une justice indépendante et équitable pour tout le monde. Il ne faut pas que la justice soit cataloguée. Ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas chercher une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas chercher à élever une nation et à rabaisser la justice. Vous cherchez une chose et son contraire. La justice. C'est un élément clé de la gouvernance. La gouvernance peut être aussi sociale. Évitez à ce que sur cette terre, qu'il y ait le plus riche et qu'il y ait des plus pauvres. C'est pour ça que la gouvernance d'un pays, qui se fonde notamment sur la gouvernance sociale, a pour objectif de réduire les fractures sociales. Éviter qu'il y ait des gens qui sont davantage riches et qu'il y ait des gens qui sont davantage pauvres. Donc, camarades étudiantes et camarades étudiants, il y a un certain nombre de gouvernances qui constituent des atouts nécessaires à un leadership de qualité pour pouvoir créer un binôme magique pour les progrès. Mais qu'est-ce que c'est le progrès? Chers amis, le progrès. Comment peut-on arriver à un progrès dans un pays, comme on l'a dit,
il faut le binôme leadership et bonne gouvernance qui permettent de créer ce qu'on appelle un État fort. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec un État faible. Un État faible est un indicateur d'échec et de sous-développement. Un État fort, c'est un État qui est capable de prendre des décisions courageuses et de les mettre en pratique en fonction des intérêts de l'ensemble de la population. Camarades étudiantes, camarades étudiants, un État mou, et vous en trouvez en quantité suffisante dans le pays en développement, c'est des pays où on prend des décisions et on n'est même pas à mesure de les appliquer. Comment pouvez-vous faire une réforme? Vous savez, John Kennedy disait, le progrès nécessite des réformes. Et les réformes sont impopulaires. Donc, si vous êtes sur le chemin de leadership, comme je l'ai dit, vous devez savoir affronter parfois l'impopularité, qui peut être ponctuelle, mais pour une prospérité future. Un État fort, c'est un État pro. Vous savez, un grand économiste, Nathan Singh, c'est un Chinois, disait, il faut un État pro. Un État programmateur, je le dis ici, le plan. Tout doit être planifié. Vous ne pouvez pas être chef d'un groupe, on vous pose la question, nous serons dans une semaine où vous n'êtes pas en mesure de dire là où vous serez dans une semaine. Un État programmateur, un État producteur. Vous devez être capable de produire et de produire de la qualité. C'est ça un État fort. Un État qui produit. Il y a des services de biens pour lesquels le secteur privé ne peut pas donner le meilleur des services possibles, comme le transport public. Même aux États-Unis, où vous avez les champions du capitalisme, vous avez le transport public qui est subventionné. Même en Europe, le transport public est subventionné. L'éducation, la même chose. Un État pro, c'est aussi un État protecteur. Chers amis, il y a des services pour lesquels l'État doit s'imposer pour protéger. Vous savez, la Grande-Bretagne, c'est l'une des nations pionnières dans l'industrialisation. Vers les années 1800, tous les ingénieurs britanniques étaient protégés et ne pouvaient pas quitter la Grande-Bretagne pour éviter à ce que le secret de l'industrie britannique puisse être diffusé à l'extérieur. Donc un État doit savoir protéger. De la même façon, si vous lancez une nouvelle industrie, vous lancez une nouvelle compagnie aérienne comme Congo Airways, mais vous devez savoir la protéger. C'est comme ça que ça se fait dans le monde entier. Il faut que le point d'inflexion entre les coûts de production et les chiffres d'affaires puisse être atteint pour que vous puissiez à ce moment-là laisser cette compagnie puisse voler de ses propres ailes. Donc un État pro, c'est un État non seulement programmateur, un État producteur, mais aussi un État protecteur. C'est très très important. Chers amis, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez prendre l'exemple, les États-Unis continuent à financer l'agriculture. Même Donald Trump a subventionné des agricultures américaines. Et pourtant, c'est le champion du capitalisme. Donc, il est important que vous puissiez savoir qu'un État pro, c'est justement cet État qui permet de créer les hommes et les femmes non seulement indispensables à la nation. L'État pro crée les États développés.
Mais l'État pro crée aussi des institutions, des entreprises. Chers amis, vous devez savoir, on ne se décrète pas un pays développé. Vous pouvez tout dire, vous êtes développé, mais il y a des indicateurs qui sont à mesure de dire vous n'êtes pas développé. La même chose, les grandes entreprises mondiales, elles sont le produit des États pro, des États où le climat des affaires créé par l'État est à mesure de permettre aux entreprises de faire du business et d'engranger des bénéfices énormes pour que ces entreprises soient classées parmi les meilleures entreprises du monde. Les États pro, c'est aussi ces États qui créent des hommes. Les Bill Gates que vous connaissez ici, c'est parce qu'ils sont dans des États où les conditions sont réunies pour que l'éclosion des valeurs, des talents puisse se réaliser. Les mêmes Bill Gates, si vous les mettez ici à Kindu, ils auront peut-être des difficultés pour s'épanouir et d'être connus. Peut-être qu'il y a même des Bill Gates ici. L'État pro. Donc, il faut absolument que vous puissiez savoir que les États forts, que les États développés, que les institutions, les grandes institutions, la province d'Imaniema, par exemple, cette province, pour qu'elle devienne une grande province, mais il faut qu'elle puisse bénéficier des attributs d'une province pro, d'un État pro. Il ne faut pas vous attendre à une province d'Imaniema prospère s'il n'y a pas des attributs d'une province pro, d'un État pro. La question que vous pouvez vous poser, est-ce que c'est une province pro? La province d'Imaniema, près de 232 000 km². Le Rwanda, là-dedans. Le Burundi, tout réuni, 54 000 km. On n'a même pas encore atteint la moitié de la superficie de la province du Maniema. Mais quelle est la production de Maniema par rapport à la production du Rwanda et du Burundi? Camarades étudiantes et étudiants, arrivez-vous, vous en tant que leader, à vous poser ce type de questions? Singapour, moins de 10 000 km². Et n'a même pas la superficie de la ville de Kinshasa. Singapour, ville-île, réserve d'échange, 370 milliards de dollars américains. RDC, 2 345 000 km², réserve d'échange, 500 millions de dollars américains. Camarades étudiantes, vous êtes-vous posé ces questions? Le Singapour n'a ni or, ni diamant, ni cuivre, ni cobalt. Leadership et bonne gouvernance. La Corée du Sud, même niveau de développement que la RDC vers les années 60. Mais à cause du leadership et de la bonne gouvernance du général Park, aujourd'hui, la Corée du Sud peut acheter plusieurs fois la RDC. Près de 430 milliards de dollars de réserves d'échange. C'est-à-dire de l'argent qu'on garde sans utiliser. Voilà la réserve d'échange. Donc c'est de l'argent qu'on garde en sécurité. On n'a pas besoin de l'utiliser. C'est de l'argent dormant. Vous n'avez que 500 millions de dollars. Camarades étudiantes, si vous nous voyez parler de leadership, de gouvernance et du progrès, ce n'est pas pour le plaisir de se mettre devant vous. C'est pour réveiller en vous ce que vous avez de plus précieux, le leadership qui se trouve dans chacun d'entre vous. Parce que si vous voulez, vous, changer le paradigme de ce pays du point de vue économique, vous pouvez le faire. Parce que
Ceux qui ont compris l'instruction de Dieu et qui ont transformé leur pays sont des hommes comme vous. Dieu n'a pas créé un cerveau supérieur selon les races. Non, le développement n'est pas une question des races. Il y a des études qui l'ont prouvé. Le développement n'est pas le fait des localisations géographiques. Le développement n'est pas le fait des cultures. Le développement procède du leadership et de la bonne gouvernance, camarades étudiants. Vous pouvez faire de cette province la meilleure province possible. Vous pouvez devenir des leaders. Le leadership n'est pas en fonction de là où vous êtes né. Les gens peuvent dire non, je suis ici d'une famille pauvre, comment je vais devenir leader? Ce n'est pas un problème de là où vous êtes né. Moi, je suis né dans une famille très pauvre, ici même à Kindu, dans ce qui était considéré comme le quartier le plus pauvre de Kindu. Certains d'entre vous le savent. Il était même honteux quand on vous posait la question à l'école primaire d'où vous habitez, des cités là où vous habitez. C'était les quartiers des pêcheurs, des sorciers, des féticheurs et de ceux qui avaient des activités agricoles. Mon père, c'était un tireur de vin de palme. J'ai habité dans une maison à natte, je dormais à même le sol sur une natte avec la paille, mais ceci ne m'a pas empêché un jour d'habiter dans une maison d'un premier ministre. Le leadership n'a pas de couleur d'origine des statuts social, chers amis. Vous pouvez devenir des grands leaders. Et d'ailleurs, tous ces grands leaders que vous connaissez, que vous chantez, les Martin Luther King, les Mandela, les Gandhi, les Winston Churchill. Mais la plupart de tous ces gens sont venus de familles modestes, mais qui ont pris le courage, qui ont décidé de transformer le monde, d'inscrire leur nom sur l'histoire de la dynamique mondiale, et que vous étudiez aujourd'hui. Mais c'est des gens comme vous. Mais sachez qu'ils ont décidé de prendre les risques, qu'ils ont décidé d'être courageux, qu'ils ont décidé de travailler pour les autres, de travailler dur. L'histoire des grandes nations, c'est l'histoire des fils et des filles qui décident de travailler, de se sacrifier pour les autres. Et il est inacceptable que des pays qui n'ont rien comme richesse, et que la seule richesse, c'est celle que vous avez, le capital humain, et qui décide de diriger des pays qui ont tout. Camarades étudiantes, je voudrais terminer par faire les résumés de cette conférence qui tire à sa fin. Le leadership et le progrès et la fondation du progrès de l'humanité. Le leadership est à la base de tous les changements, la création des richesses. Et que tout le monde n'est leader, mais tout le monde ne devient pas leader. Et que pour être leader, il faut avoir une grande vision, un grand rêve, pas pour vous-même, mais pour l'ensemble du groupe. Et qu'il faut avoir des méthodes claires, précises, qu'il faut avoir des techniques appropriées pour y arriver, mais posséder des valeurs. Ayez des valeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui est une référence, un standard, un rôle modèle, donc quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et c'est ça qui permet au leader de faire face à l'armée d'obstacles, à l'armée d'ennemis, à l'armée d'adversaires qu'il aura construit lui-même quand il aura décidé d'être leader. Et que le leader n'est pas un manager. Leader, c'est un homme différent des managers. Un leader, c'est quelqu'un qui considère la bonne gouvernance comme un allié de taille pour créer un binôme magique capable de créer le progrès. Et que le progrès, il est fondé sur un État fort, un État pro, un État producteur, un État programmateur, un État protecteur, parce qu'il faut absolument
que les conditions soient réunies pour que le progrès se réalise et que toute personne peut devenir grande, toute institution peut devenir grande, toute nation peut devenir grande, mais pourvu que les critères de leadership puissent être appliqués, et que les critères de gouvernance puissent être appliqués. Pour terminer, chers amis, merci pour votre meilleure intention. Décidez-vous à partir d'aujourd'hui d'être leader, parce que vous êtes des leaders potentiels et que si vous le décidez, vous deviendrez, et que l'avenir de cette province, l'avenir de ce pays, l'avenir de ce continent procède de la décision que vous aurez prise aujourd'hui. Je vous remercie.